Et oui, nous sommes déjà rendus à la capsule numéro 6 sur l'hydrosphère. Nous traiterons aujourd'hui des ressources énergétiques. Lorsqu'on parle d'hydroélectricité, c'est la production d'énergie électrique grâce au mouvement de l'eau. Il y a plusieurs stratégies. Pourquoi on utilise l'eau? Parce que c'est une ressource renouvelable qui ne produit pas de gaz à effet de serre lors de son fonctionnement. Les coûts de construction sont parfois très élevés lorsqu'on parle de barrages. Ces constructions sont souvent construites très loin des populations, même si on retrouve quelques barrages près de chez nous. Il faut prévoir des lignes de transport lorsqu'ils sont très loin, comme sur la côte nord. Certains ont des impacts sur leur écosystème plus importants que d'autres. Il faudra les identifier. Le principe de production d'électricité est suffisamment simple. Il s'agit de faire tourner une turbine. Une turbine est un genre d'objet qu'on va faire tourner comme un peu un ventilateur grâce à la force de l'eau. Et ce ventilateur va entraîner un rotor à l'intérieur de stateur qui est le générateur de production d'énergie électrique. Ce qu'on a retenu pour l'instant, c'est de faire tourner une bobine, faire tourner un objet, et c'est ici qu'on va voir les différentes stratégies. Hydro-Québec utilise deux types de centrales, des centrales au fil de l'eau et des centrales à réservoir. Le premier type de centrale au fil de l'eau exploite la force du courant. Elle est de faible puissance et nécessite seulement la construction d'un barrage. On produit l'électricité avec l'énergie cinétique de l'eau, c'est-à-dire la vitesse de l'eau. Donc, plus le débit va être important, plus que la production d'électricité va être forte. Reconnaissez-vous ce barrage? Il n'est pas loin de chez vous. Il est situé à Carillon, sous la rivière des Outaouais. C'est un barrage au fil de l'eau. Il contrôle, entre autres, le niveau du lac des Deux-Montagnes. On laisse passer plus ou moins d'eau, tout dépendant de la demande d'électricité. Il va gérer, en fin de compte, les périodes où on voit que le lac est inondé et les périodes où il manque un peu d'eau dans le lac des Deux-Montagnes. L'autre type est le central à réservoir. Ces centrales exploitent l'énergie potentielle de l'eau, c'est-à-dire plus haut sera le barrage, plus efficace il sera. On doit construire un barrage afin d'augmenter la hauteur de la chute. Ce barrage va créer une inondation en amont. On inonde les terres pour avoir un réservoir pour accumuler l'eau afin de prévenir des années où on va avoir une sécheresse ou qu'il va manquer d'eau dans la rivière. Comme réservoir naturel, on retrouve le barrage en amont le réservoir naturel de Daniel Danson. Allons voir où il est situé. Voici la centrale Manic 5 où on retrouve le barrage Daniel Johnson. Si on s'approche un peu et on regarde les photos du barrage, on devrait pouvoir voir la photo satellite. Et à la limite entre le lac qu'on voit et le cours d'eau, on va s'approcher et on voit l'immense barrage Manic 5 ou plutôt Daniel Johnson. Ce barrage retient l'eau en amont et va le laisser couler, donc une grande chute d'environ 141 mètres, va actionner les turbines en bas et va poursuivre son chemin par la suite. Donc, le débit de la rivière va dépendre de la quantité d'eau qu'on laisse circuler dans le barrage. Est-ce bien grand, cette étendue d'eau-là? Donc, si on regarde un peu plus de hauteur, on remonte, on voit la rivière Manic qui descend, qui va s'écouler vers cette île. Oups, désolé. Et en amont de la rivière, on va retrouver son réservoir qui est en forme de cercle et au centre, l'île René-Levasseur. Cette île, en fin de compte, a été formée lors de l'impact d'un météorite sur la Terre il y a plusieurs milliers d'années, voire des millions. Est-il si grand que ça? On peut comparer le réservoir de la centrale Manic 5 au lac Saint-Jean qui est immensément grand et pourtant le lac Saint-Jean a l'air petit à cet endroit. Si on regarde par rapport à Montréal, on est à environ 1000 km de route pour se rendre à cet endroit. Mais un groupe d'élèves de l'école secondaire d'Oka en 2013 a tenté l'expérience et fait ce voyage.
Ils étaient vraiment tous heureux d'aller voir le barrage de Daniel Johnson. Ils ont écouté et été très impressionnés par la hauteur de ce barrage. Votre enseignant aussi. Le barrage mesure 141 mètres de haut. Alors, c'est un peu la hauteur du mât du stade olympique pour ceux qui l'ont vu. Derrière, on retrouve la rivière qui a été inondée pour garder l'eau en amont. Les autres types d'énergie qu'on peut utiliser avec l'hydroélectricité sont les énergies des vagues dans la mer. Donc, on installe des objets qui flottent à la surface, qui vont être actionnés, bouger lors du déplacement de l'eau, et ils vont faire tourner une turbine. Il s'agit d'avoir un fil électrique qui part de la mer pour se rendre sur la côte afin d'alimenter les maisons. Et cela n'est pas chose facile. On retrouve aussi l'énergie marémotrice. La marée est causée par le déplacement d'eau. Donc, l'eau va rentrer et sortir dans une baie. On installe un barrage, un peu à fil de l'eau, et lorsque l'eau va pénétrer dans le barrage, on va actionner les turbines, et lorsqu'elle en ressort, on peut encore actionner les turbines. Ce type de barrage est utilisé principalement en Europe. Dans les rivières, on peut utiliser aussi des hydroliennes, c'est-à-dire une genre d'éolienne, mais dans l'eau, un ventilateur qui tourne à la vitesse du courant. Et le problème est toujours de relier, produire de l'énergie électrique dans l'eau, l'alimenter dans un fil et l'envoyer en terre ferme. Les énergies de la mer, il y en a plusieurs. Il en existe d'autres et plusieurs sont en plein développement. Il serait très long de les décrire tous. Seriez-vous capable d'identifier les avantages et les inconvénients de certaines centrales? C'est un peu votre devoir que vous avez à faire. C'était le cours sur les énergies de la mer et de l'eau.